Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons notre 10h midi avec les débats, comme tous les jours, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio. Comment ça va Valérie? Mais très bien, et vous Éric? Vous êtes en pleine forme, les lundis, mardis, mercredis à 7h25. C'est des gens qui sont en pleine forme toute la avec journée. Jean-Jacques Bourdin, Grand Matin Sud Radio, Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour Alex. On vous retrouve tous les vendredis dans La Vérité en face, face à Éric Tegner, dans l'émission de Patrick Roger entre 9h et 10h. Tegner. Et puis... qu'est-ce qu'il y a? Il y a de quoi faire avec La Vérité en face. Il est trop alors à gauche pour Jérôme Dubu. Forcément. Enfin, la droite est à gauche maintenant. il fait du boulot, Tegner, il bosse. Il fait du boulot, c'est frontière. Il se ressent, c'est bien. Et je précise qu'on peut vous retrouver également sur votre chaîne Les Indécis, qui est sur YouTube. On va revenir sur les hommages à Samuel Paty et à Dominique Bernard, avec cette minute de silence sur la base du volontariat, sur les mots qui ne sont pas forcément prononcés. Qu'est-ce qui a changé depuis 4 ans, depuis la décapitation de Samuel Paty, depuis l'assassinat de Dominique Bernard? Une nouvelle loi immigration, elle est une de plus, c'est 19 en 20 ans. La fin du télétravail, ça doit vous réjouir, Sophie. Et puis le mondial de l'auto. Qui peut acheter encore des voitures électriques? Allez, coup de cœur, coup de gueule. Sophie, on va commencer avec vous. C'est gentil. Alors, c'est un coup de cœur pour vous. Mais non, justement pas. C'est pour les Français. Oui. Les Français qui disent tous à 60% j'aime ma boîte. Alors, vous allez dire que j'en parle beaucoup de j'aime ma boîte. Je vois déjà. C'est un truc que vous avez lancé, ça? Éric Revel. Oui, mais il y a 22 ans. Alors, je sais, on en parlait sur LCI à l'époque. Oui. Absolument. Et donc, non, mais l'idée, c'est de dire, et c'est ce qu'on disait avec Norbert Tarrer juste avant, c'est que les entreprises sont le cœur, le nerf de la guerre, le tissu social du pays. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus confiance dans rien. Donc, c'est jeudi 17 octobre. Notez-le parce que dans toutes vos entreprises, c'est important. Jeudi 17 octobre, les Français disent j'aime ma boîte. Il y a une fête de l'entreprise. On fait ce qu'on veut. On fait un pique-nique ensemble. Le patron offre des croissants le matin. Un cours de yoga collectif. Des murs de post-it où on dit pourquoi je déteste ma boîte. Oui, parce que les salariés, ils sont pas tous ils sont 60. Pas très bien traités parfois. Il en reste 40% à convaincre. Alors ça, je ne veux pas entendre dire que les salariés soient maltraités. Ça, je suis désolée, c'est vraiment encore un truc de restant communiste. La lutte des classes dans l'entreprise. C'est la lutte. Oui, exactement. Kamala Harris. Mais l'idée est importante. Ça n'a jamais d'ailleurs eu autant de succès qu'aujourd'hui, parce que franchement. On n'a plus confiance dans les politiques. Il y a une question dans le sondage Opinionway qui est formidable, qui est qu'est-ce qui est plus important selon vous, d'avoir un gouvernement ou d'avoir beaucoup d'entreprises qui fonctionnent bien? Il y a 40% des Français qui préfèrent un gouvernement contre 58% qui préfèrent des entreprises qui fonctionnent bien. Il n'y a plus de référents aujourd'hui, sinon ça boite. Et je suis désolée, intéressant aussi, pourquoi ils l'aiment? Eh bien, il l'aime à cause des collègues, à cause de l'intérêt du boulot. Quatrième position, le salaire. Je suis très étonnée. Quatrième position seulement. C'est vrai. C'est étonnant. Il y a eu quand même des rattrapages très importants depuis 3 ans. Vous avez raison. Dans les primes en particulier. Et donc on est en train de faire une espèce de guerre aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui est une guerre économique contre les boîtes en gros. On veut leur piquer le maximum de pognon, c'est une honte ceux qui gagnent, les dividendes c'est scandaleux, le 440 qui fait la fortune de la France. On ne sait pas encore, Sophie. On va voir dans quelques jours. Et attendons le débat, on ne sait pas ce qu'il en sortira. Enfin nous entrepreneurs, on est angoissés, je vais vous dire. Parce que on supprime les aides, je suis d'accord, on supprime toutes les aides aux entreprises, mais vous nous mettez la fiscalité... Attendez. Je voudrais finir ma phrase. Chez Dubu, commencez pas. Alors, on supprime toutes les aides aux entreprises, mais vous nous mettez la fiscalité des autres pays. Et oui. Sophie, le problème, c'est que j'aime ma boîte. C'est pas ma boîte. Il y a des boîtes qui sont plus ou moins... Il y a des boîtes qui n'aiment pas, il y a des salariés qui n'aiment pas leur boîte. On a Véronique qui a été caissière pendant 32 ans et elle dit, vous verrez si cette grande surface Carrefour, pour
Sanofi, je suis pas sûr qu'il fête J'aime ma boîte. Si Carrefour aime ses employés. Je veux dire, quand on est caissière, vous avez raison, mais on bosse, alors, je suis pas sûre que... Il y a la difficulté du boulot. Voilà. Parce que je suis donc désolée. j'aime ma boîte, c'est pas pour tout le monde. J'aime ma boîte, effectivement, si vous êtes dans des entreprises un peu où on fait attention aux salariés, c'est pas le cas. Il y a la pénibilité partout. Mais vous avez tout à fait raison. Maintenant, il y a 80% tout confondu entre je l'aime beaucoup ou moyennement. Moi, ça dépend des entreprises. Et puis, franchement, on le dit pas. Les patrons, ils ont fait des efforts incroyables sur le bien-être en entreprise. On est là, on n'arrête pas. Vous ne pouvez pas dire les patrons, des patrons. Oui, des patrons. Oui. Oui. Alors, je vais vous dire, des patrons qu'on déteste, Total, ils sont d'une générosité avec leurs salariés comme on voit jamais. Pourtant, tout le monde déteste Total. Je ne sais pas pourquoi. Il paraît qu'il y a trop l'idée, d'argent. c'est de dire que l'entreprise, je pense que c'est ça le message aussi à faire passer. Premier lien social. Et le premier lien social. D'ailleurs, ça rejoint l'idée du travail, du télétravail. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu beaucoup de gens autour de moi parler de jeunes en particulier qui étaient en dépression totale. On peut en dire quelques mots. J'ai un salarié qui m'a dit faire la fête de l'entreprise en télétravail, c'est la Saint-Valentin tout seul. J'ai trouvé ça assez sympa. Non, mais il y avait une demande sur le télétravail, puisqu'on aborde ce sujet-là. Il y avait une demande après le Covid qui était très claire. Nous, on a négocié dans notre boîte, on a négocié 2 jours de télétravail et 3 jours de présentiel. Bon, les syndicats nous demandaient l'inverse. Ils nous demandaient 3 jours de télétravail et 2 jours de présentiel. Jérôme, moi je vais vous dire, je peux 3 pas. jours. C'est pas pour mes salariés. Moi, je peux pas bosser sans mes salariés. Quand j'ai pas leur énergie, quand je suis pas entourée, quand je dis pas tiens, il y a une idée, on va faire ça. Ça marche pas. Non, puis une société, c'est pas une société virtuelle. Non. Bah non. Par définition, c'est une société de contact humain. Eric, il est pour le télétravail. Non, mais je remarque que parfois, je vais me faire pas que des amis, mais parfois le télétravail, c'est beaucoup la télé et peu le travail, si vous voulez. Donc il y a ça aussi. Maintenant, vous savez que ça met des endroits en difficulté totale. Regardez ce qui est en train de se passer à la Défense, qui était le premier centre d'affaires européen et qui est en partie vidé de ses salariés qui sont en télétravail. Donc ça impacte les promoteurs qui ont construit ces immeubles gigantesques, ça impacte tous les commerces autour. Donc au-delà de la question du lien social qui est importante, il y a cette question-là aussi, c'est que en fait ça met c'est aussi la le lien défense, social, la défense, la défense, c'est le premier centre d'affaires en Europe. Eh bien, vous avez des dizaines de milliers de mètres carrés qui sont vides aujourd'hui et ceux il y a qui une les solution là-dessus. Alors, la solution, c'est clair, c'est puisque l'État recherche de l'argent, qu'il vende ses ministères dans le centre de Paris et que tout le monde s'installe dans un grand campus. Alors c'est des beaux hôtels particuliers, ça m'ennuie un peu. C'est très loin de l'Assemblée nationale, déjà qu'il y a une déconnexion énorme entre l'Assemblée et le Parlement. Le Conseil économique et social, j'ai l'idée. Il y a des tas de gouvernements étrangers qui ont fait ça. Pour supprimer le Conseil économique et social. Pas tous en même temps. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Une bonne économie qu'on supprime le Conseil économique et social. C'est un vieux projet. Il voulait faire un hôtel de luxe à la place de non, mais le supprimer complètement. Non, mais il voulait vendre même l'immeuble à un moment donné. Non, mais même maintenir des ministères au centre de Paris, ça n'a aucun sens, enfin. Bon, aucun sens, franchement. Et comment ils vont à l'Assemblée nationale Non, mais attendez, le train de vie. 2 heures de métro. En tyrolienne, ils vont en tyrolienne depuis les buildings de la C'est le journal, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec le grand, l'immense Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio. Bah oui, c'est pas mal, vous faites le cheval, c'est parfait. Après, Eric. Il faut que je fasse gaffe. 7h25, lundi, mardi, mercredi, pour le grand matin Sud Radio. Alex Zarmon, journaliste politique, votre chaîne YouTube Les Indécis est une chaîne de débat et on vous retrouve face à Éric Tegner, La Vérité en face, le vendredi avec Patrick Roger, Jérôme Dubu, membre du pôle idée d'Horizon, et Sophie de Menton. Vous avez dit du Politburo ? Non. Non, j'ai dit quoi ? Du pôle idée. Du pôle idée, pardon. J'avais compris le pôle bureau, le pôle bureau d'Horizon. Il est en forme, Eric. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, la fête des entreprises. J'aime ma boîte, c'est jeudi. Voilà. Il y a plus de t-shirt comme avant. On continue. Vous en recevrez. Notre tour de table. Je crois que j'en ai gardé un ancien, mais... Ça va, oui, c'est tranquille.
Des sujets sérieux. Hommage à Samuel Paty et Dominique. Non, mais les t-shirts, pardon. Samuel Paty et Dominique Bernard, une nouvelle loi immigration, le mondial de l'auto, et puis Didier Migaud ce matin qui menace de démissionner, de quitter le gouvernement s'il n'y a pas une amélioration de son budget. C'est assez lamentable la période que nous vivons en ce moment. On continue le tour de table avec vous, Alex Darmon. Un coup de cœur pour Sud Radio, chacun. Alors non, pas pour Sud Radio, mais en tout cas pour une opération que Sud Radio monte, mais surtout pour un joueur de rugby, Antoine Dupont, que je trouve absolument exceptionnel, fantastique à tous les niveaux. Je l'ai vu dans l'émission. C'est Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France de rugby, médaillé aux Jeux Olympiques de rugby à 7. Non, c'est pas le nageur, c'est Léon Marchand, le nageur. Antoine Dupont, je sais pas ce qui se passe ce matin. Non, mais Antoine Dupont, vous savez, c'est le capitaine de l'équipe de France, celui qui a mis 3 essais encore samedi soir, en 12 minutes de jeu. Il met 3 essais. Et je l'ai vu dans l'émission la semaine dernière. C'est aussi un coup de cœur pour cette émission qui est Le Papotin sur France Télévisions. Où il était face à plusieurs personnes en situation de handicap et où il a échangé avec eux, et on a vu encore une autre facette de ce joueur qui est exceptionnel humainement et bien sûr rugbystiquement. Donc voilà, simplement lui tirer un coup de chapeau ce matin, parce que quand vous voyez qu'il revient samedi soir sur les pelouses du top 14 et qu'en 12 minutes de jeu, il met 3 essais, je sais qu'on est sur la radio du rugby, donc les gens vont se rendre compte de quoi je parle. C'est quand même incroyable, et se dire qu'il est français, c'est une vraie fierté. Et si vous l'aimez, vous pouvez jouer, cher Alex. Vous aurez la chance de rencontrer Alex Dupont. C'est son frère. Bon, on est Antoine Dupont à Toulouse le 23 octobre, et puis de repartir avec son maillot officiel dédicacé. Vous me laissez terminer ma promo. Rendez-vous sur Sud Radio et vous entrez le mot de passe, et tirage au sort le 18 octobre en direct sur Sud Radio. Eh bien, celui d'aujourd'hui, c'est rugby. Voilà, c'est rugby. C'est le mot de passe. Allez-y, jouez. Vous pourrez gagner une rencontre avec Antoine Dupont et son maillot dédicacé. Excusez-moi. Non, sur le rugby, cela étant, on a toujours eu des grands joueurs. Alors celui-là, il est assez exceptionnel, mais on a quand même eu de très très bons joueurs, de très très grands joueurs. C'est pas comme pour l'équipe de des années. C'est pas comme pour l'équipe de France de foot. Non, mais ce qui est exceptionnel. Citez-moi des noms de joueurs de l'équipe de France de foot. Actuellement, Choumani. Oui. Aujourd'hui, il y en avait plein. Kylian Mbappé, non, mais il joue plus. Kylian Mbappé, il joue plus. Je voulais juste faire un parallèle, justement. Moi, je les connais pas. Entre Dupont, que j'ai eu la chance d'approcher un peu il y a quelques mois, il est d'une humilité, d'une gentillesse. Il faut quand même regarder un truc. Il est champion olympique de rugby à 7. Il a gagné avec Toulouse le bouclier de Brennus. Il est champion d'Europe avec son équipe. Alors il était un peu aux États-Unis, vous avez vu, il est maintenant avec les stars de la NBA. La seule chose, mais je pense pas, parce que il est tellement à la fois introverti et sûr de ses valeurs qu'il tombera pas là-dedans, mais il faut pas qu'il se Mbappise. Vous voyez, parce que la starification, c'est rare pour un joueur de rugby d'être starifié à ce point-là, comme l'est Dupont aujourd'hui. Bon, mais je pense qu'il a des valeurs et les pieds suffisamment sur terre pour pas tomber dans ce. Mais là, le nombre de promos qu'il fait en ce moment, etc. Et comme le disait Alex, c'est incroyable. Il rentre à la 45e minute et il met 3 essais. C'est fou. Ce type est absolument hors norme. Il lui reste à être champion du monde. Voilà, 2027. 2027, ça dépend de l'équipe de France. Ça dépendra de l'arbitre aussi. Bien entendu, et de l'équipe qu'on aura en face. Jérôme, pas Léon Marchand, Sophie de Menton, pas Léon Marchand. Je l'aime beaucoup, Léon Marchand. Mais là, Antoine Dupont qui est de Toulouse, et Antoine Dupont qui est de Toulouse, et Léon Marchand aussi qui est de Toulouse. C'est quand même une ville incroyable, Toulouse, pour les sportifs olympiques. Mais c'est vrai, il faut le dire, c'est quand même incroyable aussi. Jérôme Dubuis est de Toulouse aussi. Absolument pas. M'étonnerait. Vous n'avez pas l'accent. On peut le perdre. Oui, c'est vrai. Moi, c'est un coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule, allez-y. Alors, c'est un coup de cœur pour le travail qu'a fait la DGSI, les services de la DGSI la semaine dernière, puisqu'ils ont interpellé 3 personnes, 3 Afghans qui étaient sur le sol national, dont un qui était en liaison avec, qui était visiblement le frère de celui qui avait été interpellé 2 ou 3 jours avant aux États-Unis, et qui s'apprêtaient tous les deux à commettre, et en France et aux États-Unis, un attentat terroriste. Bon. Donc moi, je lance un coup de cœur à nos services de renseignement, parce qu'ils déjouent un certain nombre d'attentats, et on n'en parle quasiment jamais.
Les chiffres ont été rappelés. Depuis le début de l'année, il y a, je crois, 13 ou 14 tentatives d'attentats, notamment au moment des JO, qui ont été déjouées, ce qui est quand même relativement remarquable. Et là, il y a eu une bonne collaboration entre le FBI et la DGSI, puisque ça a permis d'interpeller ce frère qui était sur le territoire national et qui, visiblement, avait fait allégeance à Daesh. Bon. De même que son frère aux États-Unis avait aussi fait allégeance à Daesh. Mais le revers de la médaille, ce qui est mon coup de gueule maintenant, c'est que cet individu, donc un Afghan, était sur le territoire national depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Il avait fait visiblement allégeance à Daesh depuis 1 an et demi. Il n'était pas fiché S, d'après ce que l'on sait. Il avait une carte de séjour, classique, et personne ne l'inquiétait. Donc il a fallu quand même un signalement... Et pourquoi leur est-on inquiété si tout était normal? Je crois que ce genre de personnages, qui sont quand même des gens sur lesquels... Oui, mais il n'était pas fiché, il n'avait rien, il n'y avait pas de signe. D'accord, mais justement, c'est ce que je reproche, c'est qu'on ne l'est pas fiché S. Mais s'il n'y avait pas de signaux, comment on pouvait le ficher? Mais attends, d'accord, mais... Vous ne pouvez pas ficher tous les Afghans ce genre d'individu qui est quand même... qui vient d'Afghanistan... qui visiblement n'a pas eu le droit d'asile, ça reste à vérifier, mais qui avait quand même un titre de séjour régulier, devrait faire l'objet d'une surveillance systématique. C'est pas sorti de l'auberge. Oui, mais attendez. Mais est-ce que parfois vous sortez du 6e arrondissement de Paris et vous allez vous promener? Mais il va à Deauville. Allez voir, il y a une communauté afghane qui se comporte très très bien aussi. Alors j'ai pas terminé. Ça pose quand même notamment le problème de notre droit d'asile, puisqu'on va parler tout à l'heure de la future loi sur l'immigration, projet de loi qui semble-t-il a été annoncé. Ça pose quand même le fonctionnement du droit d'asile en France, parce que le droit d'asile en France, c'est aujourd'hui 150 000 personnes qui demandent systématiquement par an le droit d'asile. C'est en augmentation, il y en avait 40 000 dans les années 2000. On est passé à 150 000. 150 000 demandes. Sur ces 150 000 demandes, il y en a à peu près 20% qui sont acceptées. Donc 80% qui sont refusés. Les 80%, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ils restent en France. Ils restent visiblement sur le territoire national, sans titre de séjour, avec un refus du droit d'asile. Donc, si on fait une future loi sur l'immigration, moi je souhaite qu'on pose la question, même si c'est anticonstitutionnel, même si on sort des accords européens, qu'on pose la question du droit d'asile. Le droit d'asile, ça ne peut pas être un moyen d'accueillir un certain nombre de gens qui n'ont strictement rien à faire sur le territoire national, puisqu'on leur aura refusé. Donc le droit d'asile, ok, très bien pour un certain nombre de pays. Mais comment est-il défini? Il est défini, le droit d'asile. Oui, il est défini. Sauf qu'on a aujourd'hui une inflation de ces demandes de droit d'asile qui devient... finalement, un moyen d'immigrer. C'est très compliqué sur le droit d'asile. Il y a les OQTF aussi. Sur le droit d'asile. On commence par ça déjà. Si on commençait par ça. Alors Alex, sur les Afghans. Je vais faire attention à ce que je dis et à comment je le dis. C'est bien. Non, mais c'est important parce que je pense que c'est un sujet très très intéressant et très important. Je pense que là où Jérôme a raison, c'est que les Afghans qui arrivent en France, et c'est en train de remonter beaucoup, il va y avoir un choc post-traumatique. Ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude et qui ont eu l'habitude de vivre dans un pays comme la France ou dans des démocraties. Et que de les laisser évoluer et s'adapter au climat et à une démocratie comme la France tout seul, il peut y avoir à un moment donné un revers de la médaille. Vraiment, c'est ce que vous disent tous les experts, et qu'il peut y avoir un contre-coup à un moment donné. Et donc il faut, à mon avis, et c'est pas que mon avis d'ailleurs, c'est l'avis d'experts ou même des gens qui vivent avec eux, avoir une surveillance accrue sur ces Afghans qui arrivent en France avec une demande d'asile. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est un sujet qui, il faut pas dire simplement oui, bon, il y en a qui se comportent bien. Oui, heureusement, et c'est la majorité. Mais malgré tout, ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de vivre dans des civilisations comme les nôtres, il faut le dire, et c'est pas un gros mot, et il faut faire attention à comment on les intègre. Je vous lis un cas. Une femme trisomique qui a été violée à Metz. Le parquet avait requis 12 ans de prison contre le violeur et une expulsion du territoire à l'issue de sa peine avec interdiction de retour sur le territoire. La cour criminelle départementale, vous savez, il n'y a plus de cour d'assises, c'est une cour criminelle, donc c'est pas un jury populaire, a prononcé une peine de 6 ans de prison sans interdiction du territoire français. Et bien que le procès soit tenu à huis clos, donc c'est un journaliste, Amaury Bucco, qui donne ces détails, la justification du tribunal, c'est de dire il est d'origine guinéenne, il est en situation régulière en France où il est arrivé à l'âge de 27 ans, il travaille, il est en CDI, donc il est inséré, donc dans ces conditions, une peine complémentaire d'interdiction de séjour paraît injustifiée.
Donc commençons par là. Commençons. Alors ça, je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, non, mais là, n'empêche pas l'autre, Valérie. Voilà. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a des priorités sur les OQTF, sur ces gens-là, effectivement. Moi, j'aime beaucoup Jérôme Dubus, mais j'ai l'impression parfois qu'il a tourné dans un film de 1969 qui s'appelait Hibernatus. Vous savez, quand Louis de Funès se réveille tout d'un coup. Mais mon cher Dubus, pardonnez-moi, mais le droit d'asile, mais ça fait des années qu'on dit que le droit d'asile doit être réformé. Moi, j'ai discuté avec des membres du conseil, du comité national du droit d'asile. Vous savez, ceux qui regardent les dossiers. Mais si vous saviez ce qu'ils ont entre les mains, des dossiers qui sont pratiquement parfois tous les mêmes, c'est-à-dire que... Mais pourquoi on ne fait pas ce qu'il faut? Non, mais on est d'accord, le droit d'asile, évidemment, qu'il doit être réformé, mais ça fait des années. Pourquoi? Parce que Jérôme a raison, ces gens... C'est pas parce que Jérôme a raison qu'on ne le réforme pas. Mais parce qu'on est le pays des droits de l'homme, donc on accueille tout le monde. Oui, non, mais alors, il y a quand même, moi je veux des responsables. On ne peut pas continuer à dire qui est on, et on ne peut pas continuer à dire on ne fait pas ça, on n'a pas fait ça, on n'arrive pas, etc. Donc, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, en 2019, avait expliqué que 100% des OQTF seraient expulsés. Oui, 100%. 7. Ouais. 7. Non, 15. Allez, on n'a pas les moyens. Depuis le début de l'année. Oui, mais n'oubliez pas que c'est faux comme histoire. On peut pas se retrouver dans un instant, les pays ne veulent pas. Ben, je sais. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous continuons à débattre. Et Éric Revel, c'est votre coup de gueule ou coup de cœur? Jérôme Dubus était là, je me suis dit, il faut quand même que... Non, moi j'ai un coup de gueule, si vous voulez, parce que on a un président de la République qui va qu'à ses occupations, vous voyez, la diplomatie, l'international, etc. Mais pardonnez-moi, mais le nombre de crises dans lesquelles il a enfoncé le pays est absolument redoutable. Crise politique, crise budgétaire, crise diplomatique. On s'aperçoit en crise réalité... sociale. Crise sociale, sociétale, ce que vous voulez. Sociétale, oui. Bon, alors peut-être que Jérôme va trouver que je force un peu le trait. Mais vous voyez, je vais prendre simplement ce qu'on avait dit sur lui. Vous savez, quand on parlait du Mozart de la finance. Mais moi, ce que je retiens, et j'aimerais bien que Bruno Le Maire s'explique, maintenant qu'il est à Lausanne, dans une école... Polytechnique de Lausanne. Bon, il n'a pas été très bien accueilli, mais vous avez vu ce reportage sur France Télévisions où finalement il n'accepte pas de témoigner dans le reportage pour expliquer les différents dérapages budgétaires auxquels est confronté le pays et qui devient un fiasco financier hallucinant. Il envoie un SMS aux journalistes en disant un jour la vérité éclatera. Mais pardonnez-moi, il a été ministre des Finances pendant 7 ans, alors sans doute qu'il a agi sur ordre. Mais comment est-ce qu'on peut avoir mis ce pays dans cet état-là? Alors, ça avait commencé avant. La dette, tout ces... Bon, la crise politique, la dissolution. Mais attendez, alors on essaie maintenant d'habiller un peu en disant non, mais parce qu'en fait, Macron avait compris que le budget serait intenable, donc il refile la patate chaude. Mais vous allez nous dire quoi, ma chère Sophie? Ce que je veux dire, c'est qu'il est président de la République depuis 7 ans, 8 ans. Et on accumule les crises de manière absolument hallucinante. Et je ne sais pas dans quel état ce pays va atterrir en 2027, si tant est que le président de la République aille jusqu'au bout de son mandat. Mais franchement, on est dans une situation, pardonnez-moi. C'est vrai. Et je parle même pas de la diplomatie. Je parle même pas de ses positions sur la coalition contre le Hamas, puis après il faut désarmer Israël. Je parle même pas de ce qui s'est passé en Afrique. Je parle même pas de la façon dont on a été en même temps, ce qui n'était jamais arrivé historiquement, fâché avec tous les pays du Maghreb. On a été fâché en même temps avec la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Bon, on se rabiboche avec le Maroc. Mais est-ce que vous voyez dans quelle situation on est? Et pourtant, au début, on nous avait expliqué que c'était le nouveau monde, que la Startup Nations. Eh ben, je vais vous dire. Moi, je suis très heureux parce qu'en fait, il a fait des petits, Emmanuel Macron. Gabriel Attal en est un d'entre eux. Moi, je suis très content qu'on soit passé d'un Premier ministre youtubeur à un Premier ministre Lagarde et Michard. Je suis très content que Barnier ait donné un sacré coup de vieux à la jeunesse. Vous voyez. Oui, enfin, alors... Mais attendez, je veux dire, il fera ce qu'il pourra. Alors peut-être que le style et qu'il en joue pour masquer l'inefficacité de ce qu'il va pouvoir faire, parce qu'il est là pour quelques mois, je pense, Michel Barnier. Mais vous savez, ça fait quand même du bien. Les leçons que le Nouveau Monde nous a données, à ce pays pour arriver dans cette somme d'échecs que je décrivais, moi je suis halluciné. Voilà. Mais alors, un tout petit bémol quand même. Même un gros.
Non, un petit, hélas, un petit. Parce que ce que vous dites est absolument exact, mais il a donné aussi, il faut le dire quand même, un coup de fouet. Ça a été le premier président un peu pro-business, entre guillemets. Vous êtes la première à dire que ça va pas. Oui, ça va pas. Au début, je parle du début, il a bien démarré. Au début, il a donné un coup d'énergie aux entreprises, on y a cru. Ça n'a pas duré longtemps, mais au début, il a un peu basculé, justement, en faveur des entreprises. Il s'est entouré. Le problème, c'est qu'il a eu tout faux. Il s'est entouré de jeunes incompétents. Il a changé. Moi, je l'ai connu à l'Élysée. C'est pour ça que je suis plus tolérante. Je l'ai connu quand il était secrétaire général adjoint. J'allais le voir tous les mois. Mais oui, mais nous racontez pas votre vie, Sophie. Non, mais le constat. Le café avec lui. Mais quand je dis, nous racontez pas votre vie, c'est ce que dit Eric. Le constat, il est celui-là. Le constat, c'est le résultat. En effet, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair, il a raté. Voilà, et l'édito, je vais appeler ça un édito d'Éric, est très clair et très construit et très vrai. Maintenant, il y a aussi une chose qu'il faut rappeler, parce qu'il faut mettre un gros bémol, faut pas oublier que Emmanuel Macron, il a cristallisé autour de lui aussi, énormément. Oui. En arrivant en 2017, 2018, 2019, les Gilets jaunes, ok, il avait de l'autosuffisance, il avait ce que vous voulez, mais il paye 30 ans d'inaction politique avant. Derrière, il enchaîne avec la crise du Covid en 2020, il fait comme il peut, on s'en sort pas trop mal, on va sans doute, vous avez raison de le payer aujourd'hui. Ça, j'ai pas de débat. Non, mais c'est pas tellement le financement. C'est pas le financement de la crise Covid. Il est élu, donc il doit aussi avoir un regard et une hauteur. Il est élu par rejet de Marine Le Pen. Il n'a même pas fait campagne, Emmanuel Macron. On ne sait même pas quelle était sa stratégie. En 2017, je ne pense pas qu'il soit élu par rejet de Marine Le Pen. En 2022, vous avez raison, il est élu par rejet de Marine Le Pen. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que au lieu d'avoir changé, d'avoir évolué, d'avoir eu une attitude de président de la République à un moment donné où il aurait dû l'avoir, il a continué à cristalliser autour de lui en se renfermant et en vraiment n'écoutant que les gens autour de lui à l'Élysée. Et c'est là, et c'est depuis le début du deuxième quinquennat où c'était une deuxième chance, où vraiment on a perdu le président de la République. À mon sens. Est-ce que je peux dire un tout petit mot? C'est que les Français sont drogués aux aides. Il faudrait qu'on ait le temps d'en débattre, parce que moi je veux bien faire de la caricature dans l'autre sens, en disant tous les succès qui a eu lieu. Je ne vais pas m'aventurer sur Allons-y, l'emploi, vous allez voir comment ça va se terminer, l'emploi. Non, je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là. Les Français, aventurez-vous. Est-ce que je peux dire 30 secondes, 3 mots, parce que on m'attaque, là, visiblement. Non. Ah bah si. On me demande de défendre Emmanuel Macron. Moi, je vais vous dire très clairement ce que j'en pense. Le premier mandat a été plutôt réussi, malgré 2 crises terribles dont il a eu à faire face. Les Gilets jaunes, ça a été rappelé, et le Covid. Bon, moi, je vais pas m'abriter et sortir le parapluie comme Fabius le faisait à un moment avec le Covid et avec les Gilets jaunes, mais le deuxième mandat, et je l'ai dit plusieurs fois ici et sur d'autres débats, le deuxième mandat a très mal commencé parce que nous n'avons pas nous n'avons pas trouvé les solutions qui permettent d'avoir une majorité stable. Et tout vient de là. La dérive des finances publiques, c'est ça. Non, mais c'est différent. Il n'y a pas eu de campagne. L'affaire de la campagne, c'est différent. Ça aurait pu... après les législatives, quand on a constaté qu'il y avait une majorité relative, qu'on savait instable, qu'on savait très difficile à manœuvrer. Bon, on aurait dû aller, et le président de la République, c'était son rôle de par la Constitution, il est garant des institutions et du bon fonctionnement des institutions. Eh bien, le bon fonctionnement des institutions, c'était de trouver une majorité stable à partir de 2022 qui aurait permis d'avancer. L'erreur majeure, elle est là. Il a cru que c'était le en même temps. Il a cru qu'il pouvait débaucher. C'est pas la réponse à ce que dit Eric. C'est-à-dire l'échec diplomatique. L'échec diplomatique, c'est sa responsabilité. C'est depuis 2 ans. Non, au début, ça a bien démarré. En 2022, non. En 2022, non. D'ailleurs, moi, je veux bien qu'on dise c'est le rejet de Le Pen en 2022, c'est pour ça qu'il a été réélu. Je suis désolé. Les alternatives, Madame Pécresse a fait 4,5% des voix, Madame Hidalgo a fait 1,75% des voix. Ces gens-là sont aussi responsables de la situation. De ne pas s'être réformés, de ne pas avoir
permis une alternative. Mais attendez, mais pour une raison très simple, Jérôme, mais pardonnez-moi, c'est que le résultat politique du en même temps d'Emmanuel Macron, sur lequel il a été élu la première fois, c'est l'augmentation exponentielle des voix pour les extrêmes. Donc le but d'Emmanuel Macron, c'était de détruire la gauche républicaine et la droite républicaine. Ce sont les autres qui n'ont rien fait. Il a sans doute réussi. Pour quel résultat? Arriver à 4,5% après avoir gouverné la France pendant des années, mais c'est une honte. Puis je vais vous dire autre chose. Là, j'avais oublié celle-là aussi. La façon dont le président de la République s'est gouré sur le secteur nucléaire. Mais hallucinant. On avait un avantage comparatif formidable, une énergie décarbonée, une énergie pas chère. Oui, le tournant du discours de Belfort. Mais la façon dont il a voulu démanteler le secteur nucléaire à l'époque, mais c'est juste une erreur. Mais attendez, mais il sait tout, il comprend tout. Non mais attendez, Éric, il y a quelque chose d'important, c'est que nous réclamons sans arrêt, on réclame tout gratuit. Et les Français, il va falloir qu'ils comprennent aussi. Ils réclament tout, ça va des cantines. Oui, mais enfin, non, mais c'est pas le rapport. Puis tout gratuit, on l'a évoqué avec vous vendredi, on paye la sécu, on paye les écoles, on paye l'administration. Donc tout n'est pas gratuit. Oui, mais on est le pays le plus, avec les prélèvements les plus importants. Je veux dire, il y a un truc qui va pas quand même. On a les prélèvements les plus importants, on a les dépenses publiques les plus importantes, donc on devrait avoir un service public qui marche. Or, il ne marche pas. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler des hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard. Qu'est-ce qui a changé depuis ces deux assassinats? L'un il y a 4 ans et celui de Dominique Bernard il y a tout juste 1 an. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Je voulais qu'on revienne sur l'hommage qui a été rendu hier à Dominique Bernard, celui qui sera rendu à Samuel Paty, 2 professeurs assassinés par une idéologie, l'islamisme radical. Qu'est-ce qui a changé? Nous, on va recevoir la sœur de Samuel Paty. J'ai vu le document qui lui sera consacré mercredi. C'est vrai que Samuel Paty a été incroyablement seul, incroyablement lâché par son administration, et on peut se demander si aujourd'hui les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a une minute de silence qui a été demandée dans les établissements où chacun s'organise comme il veut. Est-ce qu'elle sera respectée? On peut se poser la question. Est-ce que les mots sont prononcés? Moi, j'ai vu hier l'hommage à Dominique Bernard où on avait des fleurs, des cœurs, des choses comme ça. C'est très bien, mais est-ce qu'on dit vraiment les choses? Est-ce qu'on prend la mesure de ce qui se passe? Je ne crois pas, malheureusement. C'est d'autant plus inquiétant. Je voulais donner tout à l'heure les chiffres du parquet national antiterroriste. Parce que tout ça est lié, bien évidemment. Vous savez que 80 des procédures qui sont lancées par le parquet national antiterroriste sont des procédures qui concernent des djihadistes. Bon, personne ne le dit, mais il faut quand même le dire. Et ces procédures, entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2024, tenez-vous bien, ont été multipliées par 3. Multipliées par 3. Alors ça veut dire que le parquet national antiterroriste est peut-être plus efficace, mais ça veut dire aussi que la menace a été multipliée par 3. Et ça, personne n'en parle. Donc moi, je veux bien que hier, alors effectivement, c'était une très belle cérémonie, paraît-il. Moi, j'y étais pas à Arras. Les gens étaient très émus, etc. Mais si vous voulez, la menace, elle est là. Elle se renforce. Tous les jours, elle se renforce. Hein, les chiffres sont là. Et ils sont pas publiés ou peu publiés. En tout cas, on n'en fait pas commentaire. Et malheureusement, je pense que ça va se reproduire. C'est inévitable. Ça va se reproduire. Et quand je pense que le ministre de la Justice menace de démissionner parce qu'on est trop dur, c'est terrifiant. Non, parce qu'il va avoir moins de budget. Voilà, c'est pour le budget qui menace de démissionner. C'est pareil. Ah bah non. Oui. Non, c'est pas exactement pareil. Au contraire, si vous avez moins de budget, je pense que vous êtes moins dur parce que vous pouvez moins contrôler. C'est aussi ça le problème du ministre de la Justice, mais c'est encore un autre problème. Quand on ne sait pas faire les choses, on demande plus d'argent. Ouais. Sur est-ce que les choses ont changé et est-ce que aujourd'hui on prend la mesure, parce que j'entendais c'est pour la liberté d'expression. Non, c'est pas, oui, c'est la liberté d'expression, mais c'est aussi il a été tué par l'islam politique. Ils ont été tous les deux assassinés par cette idéologie. Pour Dominique Bernard, il faut quand même savoir que la personne en question était sous une demande tchétchène, mais sous une demande de QTF avec sa famille. Il fallait qu'il quitte le territoire et on l'avait pas renvoyé du territoire. Donc c'est encore là aussi terrible, parce qu'on n'avait rien appris de Samuel Paty et de la première fois. Franchement, si vous me posez la question de savoir est-ce qu'on a appris, je ne sais pas quoi vous répondre. Je pense que non, à titre personnel. Je pense qu'on n'a pas appris, parce qu'à partir du moment où vous avez peur que les minutes de silence soient perturbées par certains éléments dans les établissements,
ça veut dire qu'on n'a rien appris et que c'est peut-être même pire, qu'on peut légitimer le pire de tout ça. Donc je pense qu'il faut parler avec les professeurs, il faut parler avec les proviseurs, parler avec tous les professeurs et tous les proviseurs, pas simplement les syndicats qui ne représentent certainement pas la majorité de ce que pense le corps professoral. Et moi je vous le dis, je suis plutôt pessimiste concernant cette question-là, quand vous voyez que de plus en plus d'enfants et de parents décident de scolariser leurs enfants dans les écoles privées. C'est les chiffres en France, ça veut bien dire quelque chose sur l'état de notre école publique, je pense. Ouais. Alors qu'il y a eu un rapport scandaleux de l'Assemblée nationale sur l'état des contrats entre l'école privée et l'État, en disant que l'école privée, en gros, je résume, service public de que l'école privée ne respectait pas les contrats, etc. Ce qui est une honte. C'était inspecté une fois tous les 1500 ans. Mais pour en revenir à la question que Valérie posait, moi je pense qu'on n'a pas pris du tout la mesure de ce qui se passait, qu'on met un voile, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, sur ce qui se passe. Et malheureusement, on est entré dans une guerre. Alors, je ne sais pas si le ministre de l'Intérieur, le nouveau ministre de l'Intérieur, en a conscience. En tout cas, il a l'air, par ses déclarations, de prendre la mesure. Après, ce sont des déclarations. Est-ce qu'il aura les moyens d'agir? Moi, j'en doute. Les moyens politiques, je veux dire. J'en doute beaucoup. Mais Éric, si vous voulez, pour moi, le symbole que, en fait, même si les atteintes à la laïcité ont beaucoup baissé d'après des statistiques qui ont été publiées en fin de semaine, mais là où quand même vous voyez, et on peut comprendre, les profs, les parents aussi, parce que. Mais je ne sais pas d'où sortent les chiffres. C'est la ministre de l'Éducation qui a dit ça. Oui. Pardon, oui, mais je ne sais pas, non. Elle vient d'arriver, effectivement. Les chiffres du parquet national antiterroriste. Oui, ils disent le contraire. Moi, j'ai sursauté en entendant ça. Vous savez, il y avait, je crois me souvenir, une sculpture à la mémoire de Samuel Paty qui avait été réalisée. Je crois qu'elle est toujours dans un hangar. Et son école va finalement prendre son nom au bout de 4 ans. Donc ça veut dire que, en fait, les terroristes islamiques parviennent à leur but parce qu'en fait, ils terrorisent. Et on peut comprendre les profs. Et on peut comprendre les parents aussi, qui se disent, mais si le collège dans lequel va mon enfant s'appelle, est-ce que je vais pas m'exposer, est-ce que je vais pas exposer mes enfants? Donc en fait, on est rentré dans une spirale de terreur, je pense. Mais vous avez des profs, je pense à l'Observatoire de la laïcité, qui avaient alerté depuis des décennies sur ce qui était en train d'arriver à l'école publique. Et ou bien on les traitait de fachos ou de racistes, ces gens-là, ou bien on ne les écoutait pas. Et c'était pourtant des profs qui étaient au contact et qui voyaient la menace islamiste radicale monter. Bon, aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on découvre parfois des réseaux, des manipulations, la façon dont certains écoliers dans certaines régions sont déscolarisées au profit d'un enseignement religieux. Vous voyez, on est quand même dans un pays qui vous permet, si vous êtes catho, d'aller dans une école privée catho, si vous êtes juif, d'aller dans une école privée juive, si vous êtes musulman, d'aller dans une école coranique. Bon, et bien le fait que ces gens visent l'école de la République, c'est parce qu'en fait, ils ne supportent pas une chose, c'est qu'ils ne supportent pas les valeurs que l'école de la République véhicule. Parce qu'ils considèrent que leur endoctrinement est évidemment le meilleur et que l'école de la République, dans ses enseignements, qui est basé sur la raison et la science finalement, c'est ça l'histoire de l'école de la République, et bien que ça va à l'encontre de l'endoctrinement qu'ils veulent pour un certain nombre de musulmans français. C'est ça le vrai danger qui est en train de torpiller. Oui, mais il faut le redire, parce qu'en fait on est là, évidemment. On fait rien contre ça. Quand vous voyez, vous parlez de la sœur de Samuel Paty que j'écoutais récemment. Enfin, comment il va avec sa mère et son père reconnaître le corps martyrisé de son frère, où on a remonté le drap au niveau de la tête pour pas qu'on ne voit ce qui s'est passé. Et qu'elle ne veut pas le reconnaître. Elle dit, mais non, c'est pas mon frère. Mais est-ce que vous imaginez que dans un pays comme le nôtre, on est capable d'égorger, de décapiter des gens parce que ce sont des enseignants? Mais il y a ça, ce que dit Éric, moi je le partage totalement, mais il y a aussi, c'est l'autre côté, c'est l'autre facette de cette problématique, il y a le contexte international. Et ça, le contexte international... il n'était pas là il y a 4 ans, ni l'année dernière. Il était sous-jacent, parce que la guerre entre Israël et le Hezbollah et le Hamas ne date pas d'aujourd'hui, ni du 7 octobre. Donc si vous voulez, il y a forcément aussi des réseaux qui sont en train de se réactiver. Alors on a détruit Daesh pour partie,
mais les réseaux se reconstituent, et donc forcément, il faut s'attendre, sans faire peur et sans être pessimiste, il faut s'attendre à ce genre. Mais est-ce que c'est très exceptionnel à la France, ou est-ce qu'il y a d'autres pays où ça se développe ? Mais pour la laïcité, Sophie. Oui, c'est ça. La laïcité, elle est pratiquement unique dans le monde. Il y a plein de pays anglo-saxons qui ne comprennent pas la laïcité à la française. Mais pardon, on a quand même le droit, le devoir pour nos ancêtres, pour les gens qui nous ont précédés, de défendre les valeurs de la laïcité française. Donc, les pays qui n'appliquent pas la laïcité sont beaucoup moins attaqués que nous. Bah oui. Non, mais il y a d'autres pays qui sont attaqués et qui n'ont pas les mêmes valeurs que de laïcité. Oui, vous savez, moi, par exemple, l'Allemagne, il y a des attentats très souvent, malheureusement. Oui, des attentats au couteau très souvent. Mais juste sur le terrorisme, quand même. Bon, évidemment que Netanyahou devra rendre des comptes. Évidemment qu'il y aura une commission d'enquête dans un pays démocratique qui devra être mise sur pied pour voir ce qui s'est passé, pourquoi le 7 octobre a eu lieu. Bon, tout ça est vrai et je n'exonère pas du tout Netanyahou. Mais pardonnez-moi, il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que si on considère que le Hezbollah et le Hamas, qui est mon cas, sont des groupes terroristes, alors il faut dire aussi une chose, c'est que en contenant ou en détruisant des groupes terroristes, Israël rend service au monde occidental. Ils font le sale boulot en réalité. Ouais. Mais c'est pas ces terroristes-là dont je parlais. Ouais. C'est la réactivation des réseaux de Daesh. Oui, mais très bien. Mais enfin, quand le président de la République ne fait aucune déclaration sur la disparition de Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah, alors que ce type a fait tuer 58 parachutistes. Mais oui, mais attendez. Mais moi, juste pour rebondir sur ce que dit Jérôme, il faut s'attendre. Malheureusement, ce qui est terrible dans toutes ces paroles qu'on a depuis tout à l'heure, c'est qu'on est en train de s'habituer à tout ça. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, on commémore la mémoire de 2 professeurs. La France, entre guillemets, devrait être à l'arrêt. Il devrait y avoir une ambiance de mort. Enfin, de mémoire, de devoir se rappeler. Et là, on est en train de se poser, ce que je vous disais tout à l'heure, simplement la question de savoir si ces minutes de silence d'abord vont s'opérer et si elles vont s'opérer dans le calme. Est-ce que vous vous rendez compte quand même du décalage qu'il y a avec même il y a 5-10 ans? C'est bien qu'on n'a rien compris en réalité. Et les on n'a rien compris à ce qui se passe. Il y a des écoles, ça fait des années que ça dure, tout le monde le dit, un certain nombre de professeurs qui sont dans ces écoles le disent, il y a des écoles où on ne peut plus enseigner la Shoah. Il y a des écoles où on ne peut plus enseigner la Shoah. Mais ce que dit une interdiction ce que dit aussi Michaela Paty, la sœur de Samuel Paty, dans son livre et dans le document, c'est que des enseignants se sont rangés du côté de l'élève. Il n'a pas été soutenu par les profs de son établissement en lui disant tu vas trop loin, tu exagères. Et regardez ce qui s'est passé la semaine dernière avec la jeune femme, avec la professeure qui a demandé à une élève de retirer son voile, qui a été frappée, avec des enseignants qui l'ont soutenu, qui ont soutenu l'élève. Mais je pense, et d'ailleurs je vous engage à regarder ce documentaire qui avait été réalisé dans le collège de Samuel Paty, diffusé sur France 2, produit par Galaxy, mais je me rappelle plus. Je crois que ça s'appelait Le Collège de Monsieur Paty, ce documentaire, où vous aviez très peu de professeurs qui réagissaient. Ils avaient été filmés un an avant. Après, dans le collège, Paty s'est retrouvé seul. Les syndicats d'enseignants aux abonnés absents, la direction aux abonnés absents, le rectorat aux abonnés absents. Le gars s'est retrouvé seul face à cette menace, il faut bien le dire. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous pour continuer nos débats. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Je voudrais qu'on revienne sur cette information. On a donc tous écouté le projet de budget proposé par Michel Barnier, avec, on l'a vu, un certain nombre de hausses d'impôts, de taxations supplémentaires. Et puis dans ce nouveau budget, eh bien, on voit que l'Élysée va augmenter son budget de quelques pourcents, certes, mais en termes de communication, c'est pas terrible, quoi. Il s'augmente de 3%, c'est ça, 2,5%, 2,5%, 2,5%. C'est-à-dire plus que l'inflation. C'est incompréhensible, et en termes de com, et en termes
de compréhension. Je sais pas, Alex, vous voulez dire un mot? Non, c'est effectivement incompréhensible, et deux, je pense que même à l'intérieur du gouvernement, ils le comprennent pas, et même les plus macronistes, puisque hier vous avez le ministre de l'économie, Antoine Armand, qui dit que c'est pas un bon signal envoyé d'augmenter le budget. Alors c'est de l'Élysée et du Parlement. Et de Matignon. Voilà. Et de Matignon, alors peut-être, mais en tout cas le Parlement. Le Parlement, il est pour rien. 1,7 pour le Parlement et 2,5 pour l'Élysée. Donc c'est pas un bon signal. C'est de l'ordre du symbole. Oui, mais même c'est pas un bon. Le symbole, vous savez, quelquefois c'est encore plus important que les faits, parce que c'est ce que les gens retiennent. Et quand vous avez le ministre de l'économie, qui est quand même un homme a priori d'Emmanuel Macron à la base, qui vient du parti macroniste, qui vient d'Ensemble pour la République, qui dit sur le plateau de vos confrères de BFM que c'est pas un bon signal, et que dans le même temps vous avez ce matin Didier Migaud, on en a parlé rapidement, ministre de la Justice, qui menace de quitter le gouvernement parce que son budget n'est pas assez élevé. Franchement, on ne comprend plus rien. Un coup de rabot de 500 millions d'euros sur le budget de la justice. Et le budget, il va passer comment? Il va passer par 49.3, donc peu importe ce qui est en train d'être annoncé ou pas annoncé, de ce qui va être fait, pas être fait. En réalité, on essaie de noyer tout le monde dans ce budget pour pouvoir le faire passer. Le gouvernement. Enfin, le Michel Barnier en premier lieu, puisque c'est le Premier ministre, donc c'est lui qui va présenter le budget. On essaie de noyer tout le monde pour essayer de faire en sorte que le budget passe et qu'on passe rapidement à autre chose. Mais non, à mon avis. Enfin, c'est plus compliqué que ça, à mon avis, parce que d'abord, il ne passera pas vraisemblablement par un vote, il passera par 9-3. C'est ce que vient de dire Alex. Non, mais attendez, mais après, il peut y avoir une motion de censure qui renverse le gouvernement. Tout le monde le sait très bien. Mais est-ce que le RN ne fera pas la motion de censure? La motion de censure, elle peut, rappelez-vous sur la loi sur les retraites, la motion de censure a été évitée à 9 voix près. Et elle a été déposée par le groupe Lyotte, qui était un groupe que vous connaissez, qui est des groupes centristes, et qui a permis aux voix du Rassemblement national et aux voix de la gauche de se mêler sans que personne ne dise quoi que ce soit sur leur motion de censure. Ça peut parfaitement se reproduire. Mais est-ce qu'on peut demander des comptes au gouvernement? Je veux dire, quand on voit McKinsey, 1 milliard pour les cabinets conseils, il y a quand même un problème. Il y a un problème sur la façon dont l'argent est utilisé. L'augmentation de la dotation entre 2023 et 2024 avait été augmentée de 10,95%, soit 12 millions d'euros. Donc c'est peanuts dans les 1000 milliards et quelques de déficit. Mais de dette. De dette, absolument de dette. Donc, on ne comprend pas bien. Et puis le train de vie, vous le disiez hors antenne, Sophie, le train de vie des ministères. Moi, j'ai une amie dont le fils travaillait au ministère de la Santé, elle me racontait qu'il y avait un buffet le midi avec des poissons, avec des... Alors c'est Poujado de dire ça, mais néanmoins, on n'a qu'à leur filer des tickets restaurants. Et non, mais c'est de l'ordre du symbole, mais je suis assez d'accord. Eric, sur cette augmentation de l'Élysée. Moi, je ne voudrais pas verser dans le populisme le plus crasse. Allons-y. Mais la politique, comme tu le rappelais, sont des symboles. Et puis, au-delà des symboles, il y a un contexte. Et alors, le moins qu'on puisse dire, si vous voulez, c'est qu'augmenter aujourd'hui... Alors, je vais dissocier l'augmentation de l'Élysée de celle du Parlement. Enfin, le symbole d'une augmentation de l'Élysée, vous savez ce que c'est, hein, c'est Marie-Antoinette et le roi qui disent mais que se passe-t-il? Il y a une manifestation, ils n'ont plus de pain, donnez-leur de la brioche. Vous voyez, c'est un peu ça que ça donne comme impression. Et puis le contexte, il est quand même terrible en ce moment. Vous avez une inflation, vous avez les problèmes de pouvoir d'achat des Français, même si les salaires ont augmenté. Vous avez un contexte politique qui est tellement tendu que je trouve que mettre ce symbole en ce moment, c'est juste une erreur de plus. De le dire. Pour l'augmentation du Parlement, alors je fais attention, peut-être que Jérôme donnera des chiffres détaillés de ce que gagne un parlementaire, mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, en ce moment, il y a le procès qui commence réellement aujourd'hui de Marine Le Pen sur cette histoire de détournement de fonds de l'argent des assistants parlementaires européens. En fait, l'une de ces lignes de défense à Marine Le Pen, c'est de dire, en fait, il y a deux types d'assistants parlementaires européens. Il y a celui qui travaille pour son député à Strasbourg, au Parlement, et puis il y a celui, en fait, qui travaille dans la circonscription du parlementaire européen dans le territoire national. Et là, la ligne de défense, c'est la suivante. Comme, finalement, le financement de la vie parlementaire n'est pas si simple que ça, eh ben, c'est pas impossible que vous ayez un assistant européen. Tu as déjà rencontré un parlementaire européen, toi, sur le terrain? Moi, non, mais qu'il fasse, qu'il ait un assistant sur le terrain. Mais qu'il fasse des tâches, qu'il s'adonne à des tâches qui servent politiquement le parti, ça me semble pas impossible. Je suis d'accord, ça me semble pas impossible. Quand on appelle la justice, vous voulez parler à la vie, vous voulez parler à l'affaire des députés qui s'augmentent et des sénateurs qui s'augmentent. Ça a été fait fin 2024. Bon, ils se sont augmentés de 5.
2023, fin 2023. Non, fin 2024. Mais on est en octobre. Pardon, fin 2023. Oui. Jérôme. Bon, et tu as raison, vous avez raison. Il a raison. Pour une Nous fois. avons tous raison. Et ils se sont augmentés de 5,6%, c'est-à-dire 2 fois l'inflation. Bon, alors c'est pas le salaire qui a été augmenté, c'est l'indemnité de fonctionnement. Mais en réalité, ça revient au même, parce que si on arrive à justifier les dépenses de son indemnité de fonctionnement, c'est du salaire. Bon, voilà. Donc si vous voulez, 5,4%. Il gagne combien? Et tous les partis ont été d'accord. Il gagne combien, forcément? Alors, moi j'ai repris les chiffres. 7 637 € de salaire par mois. Plus pour un député. Net. Non. Brut. Plus une indemnité brute aussi de 5 950 par mois. Il faut justifier. Simplement, ils justifient tous. Et cette augmentation de 5,4%, donc fin 2023, elle a été votée par la totalité des partis, tenez-vous bien. Et vous avez des assistants parlementaires en complément. Et les filles en tête. Une équipe avec... le RN en tête. Il est normal qu'ils gagnent autant que des chefs d'entreprise. Oui, mais pas une augmentation que 5,4%. Oui, il y a une augmentation, mais ils ne gagnaient pas beaucoup. Alors je sais que les gens vont hurler en disant comment c'est énorme, etc. Je pense que le personnel politique, on a envie qu'ils gagnent presque rien. Je pense qu'ils doivent gagner. Non, mais c'est vrai. Mais tu as raison, ils doivent gagner de l'argent. C'est deux choses différentes. Il y a des moments où on peut s'augmenter, il y a des moments où il faut bien sûr. Il y a des moments où on le fait pas. C'est un problème de conjoncture. Pensez qu'il peut démissionner encore une fois. Qui? C'est le bureau de l'Assemblée nationale. Et qui dirige le bureau de l'Assemblée nationale? Il y a les vice-présidents, il y a les présidents. Vous avez des parlementaires, c'était le débat il y a quelques semaines quand aucun élu RN, député RN, n'a été enjoint à ce cabinet. Puisque vous savez qu'ils se sont gardés les places entre eux. Et aujourd'hui, justement, le bureau de l'Assemblée nationale, il est important parce que c'est celui qui vote, par exemple, quand Sébastien Delegul, député de Marseille, rentre dans l'Assemblée avec un drapeau palestinien. C'est lui qui vote une sanction. Aujourd'hui, ce bureau. Fin 2023, c'était avant la dissolution. Le RN était présent. Voilà, mais aujourd'hui, ils ont voté l'augmentation. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, ce bureau, il est principalement tenu par des élus de gauche. Quand je dis de gauche, c'est du Nouveau Front Populaire. Voilà. Donc c'est quand même très différent sur ce qui peut en retomber dans les semaines, dans les mois qui viennent. Mais quand Didier Migaud dit qu'il peut démissionner si on lui rabote ces 500 millions, de toute façon, c'est pas tout de suite. C'est au moment de. Ça va arriver. C'est dans 2 mois. Mais là, Barnier, de nouveau dans un entonnoir, un autre entonnoir. Je parle même pas de la majorité qu'il n'a pas, mais là, s'il cède sur le budget de la justice, à tort ou à raison, mais alors attendez, moi je suis ministre d'un autre ministère. C'est comme avec des enfants. L'éducation nationale. C'est comme avec des enfants, quoi. Si tu donnes à un, il faut donner à l'autre. Oui, mais sauf que Valérie, il y a des choses qui ont été engagées. Il y a des choses qui ont été engagées depuis 2 ans, 3 ans, avec l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Très bon documentaire. Merci, c'est très gentil. Des éléments et des points de travail très importants qu'il va falloir financer maintenant dans les mois qui viennent. Je suis d'accord avec Alex. On revient sur des choses qui ont été votées. La loi de programmation de la justice, elle a été votée. Il y a des crédits qui sont votés. Et là, on est en train de revenir sur des crédits qui ont déjà été votés. Et il est pris à son propre piège parce que quand il est nommé et qu'il arrive à son discours de passation, il dit on peut faire beaucoup de choses avec beaucoup de volonté. Il le dit, c'est texto. On mettra moins de moyens. Aujourd'hui, il se rend compte de la réalité. Il est en train de prendre le mur. On lui a promis des choses qu'on lui apportera pas, et des choses ont été engagées avant son arrivée qu'il ne pourra pas financer. Il n'est pas bien, Barnier. Il n'est pas bien là. Politiquement, ça va être compliqué. On savait que c'était compliqué. Il avait dit il faudra faire beaucoup avec peu. Oui. Et puis il a dit je ne ferai pas de miracle. Ça renvoyait à la déclaration de De Gaulle en 58 quand il revient, où il dit ce sera ou le miracle ou la faillite. Donc si on n'a pas de miracle, chers amis, on sera en faillite. Il n'a pas suivi. Vous voulez reprendre les chiffres de 58 ? Non, je vous dis simplement que la situation budgétaire dont hérite le général de Gaulle en 58... Combien se montait le déficit en 58 ? Mais ça n'a rien à voir. Le 75% du PIB. Oui, mais d'accord. 75%. Oui, on est à 112. Mais je suis d'accord. Non, je parle du déficit. Déficit budgétaire. 75% du PIB. Oui, et alors ? Là, on est à 6. Il y a une petite différence. Là, nos auditeurs volent. Enfin bon. Le PIB de la France en 58, c'était combien ? D'accord, mais enfin, c'est quand même 75%. Bon, on n'a pas parlé du salon de l'auto, on n'a pas parlé des malus, mais très compliqué. Ça va être compliqué pour les voitures électriques. Surtout que les voitures électriques qui viennent de Chine. On a cassé la Chine et on a supprimé. Il faut quand même se souvenir de ça. Martell et les cognacs français qui sont dans le monde entier hyper connus. Les Chinois ont dit en rétorsion Terminato. On n'a plus de cognac français. Non, mais la cohérence totale, c'est la commission de Bruxelles. La cohérence totale, c'est la commission de Bruxelles sur la bagnole. Parce qu'en réalité, ils vont imposer la fin des moteurs thermiques essence et diesel en 2035.
en 2035. Sinon, ils vont balancer des amendes à coups de milliards sur les constructeurs qui, eux, sont concurrencés par des Chinois. Exactement. Qui non seulement nous font des bagnoles à pas cher électriques, mais en plus nous fournissent la technologie des batteries électriques. Vous savez, on monte des gigafactories là. Et quand on veut changer les batteries aujourd'hui, ça coûte une fortune. Personne ne rachète une voiture de gaz. C'est surtout. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.